Les gens qui me connaissent pas trop pensent que je suis à 1000 à l'heure, alors qu'en fait pas du tout. Je suis juste bien entouré de gens très très compétents avec qui je m'entends super bien. Bonjour à tous et bienvenue sur Sens Créatif, le podcast qui explore les motivations et les stratégies des artistes de l'image. Je m'appelle Jérémy Kleiss, je suis illustrateur à Paris et vous pouvez me suivre sur Instagram @JérémyKleiss. Ce podcast est sponsorisé par Creative Pep Talk, le podcast de mon ami Andy G. Pizza. Creative Pep Talk aide les créatifs à développer un travail épanouissant artistiquement et florissant professionnellement. Si vous aussi vous êtes passionné par le travail créatif, mais que vous ne savez pas par quel bout commencer, ou qu'il vous faut votre dose d'encouragement chaque semaine, alors là, il se peut que ce podcast soit fait pour vous. Et si écouter quelqu'un parler n'est pas suffisant, eh bien bonne nouvelle, Andy a également lancé une chaîne YouTube dernièrement. Et croyez-moi, ça en vaut le détour. Dans tous les cas, que vous soyez plutôt audio ou vidéo, je vous invite à découvrir Creative Pep Talk et à suivre Andy @AndyGPizza sur Instagram pour être tenu au courant des toutes dernières nouveautés. Aujourd'hui, je suis très heureux de vous présenter ma discussion avec Christophe Pilatte, cofondateur de l'agence From Paris. Christophe est une personne d'une rare gentillesse qui a développé un énorme réseau grâce à son amour de l'art et de ses qualités relationnelles. Après un parcours classique en agence de com à Paris, il a notamment travaillé pour DDB, Havas et Publicis. Christophe décide de fonder sa propre structure en 2016, l'agence From Paris. La tagline de l'agence, Serious Work for Cool Brands, parce qu'en anglais, c'est toujours plus cool. Mentionnons le fait que From Paris a eu le plaisir de travailler pour certaines marques comme Microsoft, Caprice des Dieux, Orange, Converse, Samsung, Ubisoft et bien d'autres. Alors, comment un passionné de créativité et de culture urbaine en arrive-t-il là ? En s'entourant de gens extrêmement compétents avec lesquels il s'entend bien. Dans cet épisode, découvrez comment un projet passion devient un collectif, puis un blog, et finalement, l'agence From Paris. Nous discutons de cette évolution afin de mieux comprendre comment cette petite structure a réussi à travailler avec de grandes marques en collaborant avec des artistes, mais aussi de la place du blogging dans sa discipline professionnelle, pourquoi créer du contenu est la meilleure stratégie pour approcher les agences, ainsi que de son utilisation des réseaux sociaux comme outil de promotion. Ah, les réseaux sociaux, la grande question, hein ? J'ai vraiment voulu aborder ce sujet, car Christophe est l'une des personnes qui m'inspire le plus en termes de communication en ligne. Alors je ne vais pas blablater plus longtemps, sans plus attendre, voici ma discussion avec Christophe Pilatte. Bonne écoute. Merci Christophe Pilatte de l'agence From Paris d'être sur mon podcast aujourd'hui. Bonjour. Ça me fait vraiment plaisir. On s'est rencontrés il y a pas longtemps, donc fin 2018. C'est ça. Via notre ami commun Mike Stefanini. Et en fait, tout de suite, quand on s'est mis à causer, le courant est passé. On s'est mis à parler artistes, design, illustration, etc. Et moi, je suis vraiment passionné par le fait de rencontrer des gens qui sont passionnés. Et là, pour toi, aucun doute. C'est ça. Donc, Christophe, merci d'être présent aujourd'hui. Bah merci à toi. C'est un peu impressionnant d'être interviewé, je vais pas te le cacher. Surtout quand on est enrhumé. Oui. Donc voilà. Donc ceux qui nous écoutent, c'est pas ma voix de tous les jours, mais voilà. T'es un petit peu malade. Ouais, mais ça va, on se soigne. Alors, Christophe, qu'est-ce qui te motive à sortir du lit le matin ? Depuis maintenant 2 ans et demi, ça va être, on va dire, mon petit garçon qui nous lève avec ma femme tous les jours. Et aussi, bah ouais, c'est ça la motivation, c'est bon déjà premièrement tout ça, hein, la vie, la famille et tout. Donc ça, bon, c'est l'ordre du privé. Mais après, dans ce qui est de là pour le coup de ce podcast, bah c'est tout simplement l'amour du métier de créatif, quoi. C'est me dire que chaque journée c'est une nouvelle journée. Même si la veille on a un peu préparé le planning et qu'on sait à peu près où on va, au final on sait jamais vraiment où on va, et je pense que tous les créatifs qui nous écoutent ou qui nous écoutent pas pensent un peu ça, c'est que bah le matin tu te lèves, tu commences à bosser et en fait t'as des surprises, quoi. Donc je sais pas, le logo ça va pas, plus gros le logo, faut refaire l'affiche, il y a toujours des problématiques avec les clients ou les gens avec qui on bosse, et c'est ça qui est intéressant, c'est de se dire qu'en fait on travaille pour trouver des solutions pour des gens qui ont des problèmes, donc enfin des problèmes visuels, hein, pas, on sauve pas le monde. Mais c'est ça, c'est que se challenger personnellement tous les jours sur des idées, c'est ça qui me motive tous les jours à me lever, à me dire qu'à la fin de la journée, j'aurais bossé sur tout un tas de trucs que j'aurais essayé de rendre cool. Donc ça te bouge ta sortie du lit, quoi. C'est ça. Excellent. Alors t'imagines bien qu'avant de venir te rencontrer, j'ai fait mes petites recherches sur Internet. Ouais. Et le truc de fou, quand tu tapes Christophe Pilatte, From Paris sur Google, ouais, il y a tellement de trucs
des vidéos, des reportages, des rencontres que tu as fait avec des gens. Je suis tombé sur des vidéos qui datent de 10 ans. Ouais, c'est ça, ouais. Trust de Buzz, Orelsan. Ah oui, tous ouais, des trucs. T'as organisé genre des soirées pour que des blogueurs se rencontrent. Ouais. Block party. T'as enregistré des concerts. Enfin bref, plein de trucs. Et au fur et à mesure que je remontais un petit peu le temps, je me disais, mais ce mec est un taré de créativité, quoi. Il est complètement boulimique, et du coup je me demandais d'où ça sort en fait cette boulimie de créativité et de culture urbaine. Bah boulimie, je sais pas d'où ça vient. Après, les gens qui me connaissent pas trop pensent que je suis à 1000 à l'heure, alors qu'en fait pas du tout. Je suis juste bien entouré de gens très très compétents avec qui je m'entends super bien, et du coup effectivement cette boulimie elle est là, mais elle est aussi nourrie et en tout cas partagée avec des gens. Donc du coup il y a cette boulimie là, mais il y a aussi des gens qui partagent ça. Donc juste pour faire honneur aux gens qui ont bossé avec moi sur tous les projets que j'ai fait depuis toutes ces années là, il y a des choses que tu as dû voir où j'étais avec d'autres personnes. Donc du coup bon, parfois je suis peut-être 2 ou 3 dans la même soirée, et en fait c'est d'autres personnes qui filmaient ou qui faisaient l'interview, etc. Donc du coup c'est pour ça qu'il y a aussi ce sentiment de profusion. Mais c'est aussi parce qu'à un moment donné dans ma vie j'ai eu beaucoup de gens autour de moi qui ont participé à mes projets. Donc ça a créé cette multiplicité dans les contenus que tu as pu voir dans tout ça. Mais sinon bah non, c'est l'envie de créer, et puis toujours aller vers la curiosité, rencontrer des gens, rencontrer du monde, ça j'aime bien. Donc du coup c'est facile aussi de sortir le soir, d'aller à une expo, de rencontrer du monde et tout, puis après une fois qu'on sort de l'expo, d'aller à un concert et de rencontrer une autre personne. Et voilà quoi. Oui, une chose qui est sûre, c'est que t'es très relationnel, quoi. Ça. Exactement, ouais, c'est ça. C'est ça qui crée le mouvement, quoi. Aussi, ouais. Ouais. Du coup, tous ces gens autour de toi, c'est eux qui ont aidé à créer cette structure qu'est From Paris. Ouais, exactement. Mais du coup, From Paris, c'est un blog, c'est un collectif, ou c'est une agence d'abord? Non, d'abord, c'est une idée qui vient de 2-3 potes qui on sortait de soirée. Il y a un de nos potes, donc John Benz, qui nous annonce qu'il part à Tokyo. Et donc du coup là on se dit ah non vas-y tu pars, c'est pas possible, on va faire comment, parce qu'avant qu'il nous annonce ça on s'était dit les gars venez on fait un truc, on fait un collectif, c'est trop cool et tout, on sortait de l'école. Et du fait qu'ils nous disent qu'ils partent, ça cassait en fait ce truc qui n'existait pas en fait déjà de base. Et donc on s'est dit bah non, si on doit donner suite à cette idée, comment on fait quoi. Et donc il dit attendez, je vais à Tokyo ils parlent pas bien le français, l'anglais pourquoi pas, on n'a qu'à dire qu'on vient de Paris. Ouais mais comment en anglais, en français, venez on dit qu'on est from Paris. C'est né vraiment comme ça en 2 secondes, et on s'est regardé, on a fait ouais ça claque, c'est cool. Et voilà, et donc du coup c'est né comme ça, et donc c'est d'abord une idée un peu comme ça, et il s'est rien passé pendant 1 an en fait. Il est parti. Ça on remonte en 2006. On remonte en 2006, ouais 2006. Okay. Il s'est rien passé pendant 1 an, et entre 2006 et 2007, ou en tout cas 2007, j'ai commencé à signer des vidéos que je faisais à l'époque du logo From Paris. Donc en fait j'étais invité par des amis qui organisaient des soirées, des concerts. Et j'allais en backstage, et quand j'allais en backstage, je me rendais compte que je rencontrais beaucoup d'artistes, donc des musiciens, des batteurs, etc. Et souvent, ils me donnaient un peu les anecdotes de comment ils ont enregistré un album, comment ils se sont retrouvés en studio et tout ça, comment ils ont créé la pochette, et tout ça. Et je me suis dit, mais c'est dingue, en fait, je me retrouve en backstage avec des gars que j'idolâtre. Ils sont en train de me dire exactement des trucs que plein de gens savent pas. Et à l'époque, il y avait pas encore tous ces trucs de YouTube et tout ça. Et je me suis dit ça je vais le garder, c'est précieux quoi. Et comme j'avais accès à cette culture là, je me suis dit je vais la mettre en boîte, et je vais la signer, du coup pas de mon nom parce que j'avais pas forcément envie qu'il y ait mon nom, j'étais personne quoi. Et c'est comme ça que pendant 1 an est née un peu cette idée de petite vidéo faite à l'arrache, avec une petite caméra à la sortie de concert et tout ça. Et toutes les questions étaient posées sur smartphone, donc j'avais pas besoin de me prendre la tête, je tendais le smartphone aux artistes, ils savaient pas ce que c'était, ils regardaient, ils me voyaient ma caméra, ils répondaient à toutes les questions, ça durait 5 minutes. Ensuite, je partais, je faisais les montages dans la nuit, c'était posté le lendemain matin sur Dailymotion à l'époque. Et comme ça, après, j'ai été invité à plein de soirées, plein de concerts, on s'est fait connaître un peu comme ça. Et là, d'autres personnes ont voulu nous aider ou m'aider à faire d'autres vidéos, parce que aussi ils disaient mais attends, comment t'as réussi à avoir tel artiste et tout ça. Je leur expliquais le procédé, je dis c'est simple, vu que le réseau après a été déclenché, ça permettait d'ouvrir les portes. Et voilà, et ça s'est fait comme ça, et après c'est devenu du coup un collectif qui s'est un peu plus professionnalisé, où on était un peu plusieurs à faire pas mal de vidéos. Et après du coup le blog est né comme ça, après les réseaux sociaux se sont développés, donc on a pu
améliorer la plateforme, le site, Instagram, Facebook, tout ça. Et donc ça fait que 2 ans et demi que quand j'ai voulu monter mon agent, je me suis dit est-ce que je change de nom, est-ce que machin. Et on s'est dit donnons suite au projet du collectif, puisque on est un peu connu dans le milieu, en tout cas dans le milieu culturel. Et du coup l'agence, la déclinaison ou l'extension du collectif est devenue une agence. Donc le collectif existe encore toujours aujourd'hui? Alors, il n'existe plus sous la forme telle qu'il l'a été, on va dire, dans les années phares en 2010, où là, vraiment, on était à une trentaine, un peu éparpillés partout. On est resté une bande de potes, donc il y en a qui sont partis d'eux-mêmes, qui ont fait d'autres choses, qui ont arrêté, qui postaient plus de contenu. On s'était pas donné une règle précise pour poster du contenu, c'était un peu à l'arrache, quoi. Et donc on est resté un vrai socle solide de potes autour de ça, mais le collectif en tant que tel ne fonctionne plus tel qu'il a été il y a des années, quoi. C'est un peu comme le 9e concept en termes de collectif, je veux dire. Oui, un peu, ouais. C'est un peu ma façon de. Ouais, voilà, oui, c'est ça. Ouais. 9e concept. Et quand il y avait un projet qui tombait, vous disiez un tel exactement peut travailler là-dessus. Voilà, c'est ça. Ah, d'accord. Et aujourd'hui, en tant qu'agence, du coup, c'est quelque chose d'un peu plus officiel, et du coup, c'est des prestataires, quoi. Ouais, alors après les membres du collectif aujourd'hui, effectivement, certains qui font du motion, de l'animation, de la vidéo, de la réal ou de la DA peuvent venir travailler avec nous, et on se sollicite les uns les autres quand on peut ou quand on doit le faire. Mais après chacun son actu, donc du coup je vais parler par exemple d'Alex double A qui fait du motion qu'on peut faire bosser de temps en temps. Lui il a beaucoup de boulot, donc du coup son carnet il est rempli, donc je peux pas forcément le solliciter tout le temps, mais en tout cas on sait qu'on peut compter les uns sur les autres si on a besoin. Et comment tu t'es constitué ton équipe? C'est-à-dire le collectif, tous les gens, c'était des potes que tu connaissais déjà, des gens de promo, des gens que t'as approchés, que tu t'es dit j'imagine que le relationnel s'est fait très naturellement, ouais. mais assez naturellement. Après je pense qu'on s'entoure des gens avec qui on s'entend bien, quoi. Donc du coup c'est de base c'est des potes. Après dans l'équipe il y a des filles qui sont venues, donc il y a ma petite sœur, donc ça c'était un peu plus facile de l'intégrer, c'est ma sœur. Et après des gens qui sont venus, des réalisatrices, des rédactrices, mode, design, stylisme, qui avaient envie d'écrire sur la plateforme. Et comme c'était un projet open source, ça leur donnait ça leur donnait l'opportunité d'avoir une tribune libre, et en plus d'avoir accès aussi. Si je prends Isa qui est dans la mode, d'avoir accès à des défilés, voilà, ou je sais pas qui, ou ma sœur qui est plus dans la culture, d'avoir accès à des expos, enfin des choses comme ça. Donc ça permettait aux gens qui voulaient intégrer le collectif sans aucune volonté de ma part de leur imposer quoi que ce soit, parce que c'était vraiment dès qu'ils intégraient le collectif, ça leur appartenait tout autant qu'à moi, de se l'approprier, de faire du contenu s'ils en avaient envie ou pas, et d'avoir accès s'ils en avaient envie ou pas à des choses qu'ils auraient peut-être pas pu auxquelles ils auraient pas pu accéder s'ils étaient en solo, quoi. Parce que la formule collective et le média permettaient de montrer entre guillemets patte blanche à un organisateur et de dire regardez, on a un média, on fait du contenu, c'est de qualité, on est libre, on dit un peu ce qu'on veut d'une manière un peu cool. Est-ce que vous avez de la place pour nous ce week-end pour aller faire un reportage sur Rock en scène? Ah oui, From Paris venait, on venait, et puis après voilà, on faisait nos contenus, quoi. Alors est-ce que From Paris ce serait un peu ton armure de super-héros? C'est-à-dire, je m'explique, moi je vois ça un peu comme Iron Man qui sans son armure, c'est un milliardaire, c'est un personnage qu'on connaît tous, mais quand il met son armure, en fait sa puissance elle est décuplée et il sait faire plein de choses. Et quand j'entends ton histoire, j'ai l'impression que de base t'es un mec passionné qui aime la musique, le design, plein de choses, les artistes, etc. Mais que pour pouvoir avoir accès à toutes ces personnes, au final, il te fallait une armure, et c'est From Paris en fait. Iron Man, c'est pas forcément la bonne comparaison. Je serais plutôt comme Captain Planet, tu vois. Ok, vas-y, décris pourquoi. Tu vois, déjà, il y a des blancs, des blacks, des filles, des gros, donc déjà, c'est plus cool. Oui, bien sûr. Et puis, surtout, non, Captain Planet, je sais pas pourquoi, il est cool. Non, mais, parce que, du coup, c'est plus, le fait d'être en équipe. Toi, Captain Planet, une fois que tu réunissais toutes les bagues, là, t'avais accès à un super-héros. Donc, moi, je suis pas le super-héros, c'est le collectif. Ouais. Mais effectivement, on est plusieurs, chacun apporte un petit peu ses idées, ses trucs. Et ça te donne effectivement accès à un lieu ou à un artiste. Et oui, le fait d'être en collectif, c'est pas un passe-droit, mais c'était notre carte de presse sans avoir la carte de presse, quoi. Parce qu'on était invité, comme l'étaient certains médias, à des événements dédiés aux médias web. Parce que du coup, après, comme il faut tout ranger dans des cases, on était catégorisé comme étant
un blog ou un média web digital. Donc dès qu'il y avait de la promo web, on nous appelait. Alors, on était à côté des Yard, on était à côté de O5, MTV, des choses comme ça. Pour leur média web. Trop fort. Et donc voilà. Et après, oui, on est un peu malin. Alors des fois, on s'est retrouvé dans des situations où on pouvait passer quelques, on va dire, passages de sécurité, se retrouver en backstage avec ASAP Rocky, à filmer les backstage et voilà, parce que du coup, comme on était en petite équipe, ça effraie moins un service de sécurité de voir un gars crâne rasé en capuche qui suit ASAP Rocky. On se dit bah c'est peut-être c'est peut-être un de ses potes. Et du coup, on rentre en backstage et puis après, nous, ça nous permet d'avoir du contenu qu'on appelle show, c'est-à-dire en gros être au plus près de l'artiste. Nous, ça nous intéresse pas forcément d'avoir les bracelets de festival et d'être derrière les barrières photographes à faire en fait au final toutes les images officielles que font tous les prestats intermittents avec qui on s'entend très bien, mais qui sont là que pour faire du contenu pour un média et après ils repartent, ils donnent les rushs. Nous, on veut vraiment être un peu au cœur de la culture, choper des images que n'auraient peut-être pas certains médias, quoi. D'ailleurs, tout ce contenu, c'est pour le blog, hein. Oui, bien sûr. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, c'est marrant. J'ai l'impression que de façon mainstream, on a l'impression aujourd'hui que les blogs, c'est un peu mort. Et pourtant, j'en parlais avec quelqu'un dernièrement qui me disait non, mais en fait, les blogs, ils ont jamais été aussi vivants qu'aujourd'hui. Alors, je sais pas ce que tu en penses non seulement de ça, mais je sais que toi, bloguer, ça fait complètement partie de ta discipline. Tu postes, je pense tous les jours, enfin en tout cas beaucoup. Et d'ailleurs, quand on tape From Paris sur Google, la première chose sur laquelle on tombe, c'est pas votre agence, c'est le blog. Du coup, voilà, je suis super curieux de ton approche du blog. Bah le blogging. Pourquoi c'est si important, tu vois? Bah après, chacun va bloguer pour ses propres raisons, tu vois. T'as les blogueuses ou les blogueurs, mais dans le marketing aujourd'hui, on parle plus des blogueuses qui du coup postent ou se mettent en avant, tu vois. Donc c'est du blogging personnel. Je parle de mon expérience, etc. Nous, c'est un blog dans la forme parce que c'est un WordPress et que c'est un type blogging, c'est-à-dire que ça ressemble à un blog, quoi. Après, s'il y avait une autre forme qui existait, j'aurais peut-être utilisé une autre plateforme, mais oui, c'est un blog, c'est une manière d'écrire simple des articles, de les poster en ligne. Et en vrai du vrai, moi, je poste pas pour dire aux gens regardez ce que j'ai détecté. En fait, pour moi, c'est une archive. C'est-à-dire que par exemple, je vais tomber sur un illustrateur comme toi, et ça va m'intéresser d'archiver la rencontre ou d'archiver de capter l'instant. Donc il y a d'autres gens du collectif qui ont peut-être pas forcément cette démarche et c'est pas grave parce que moi, comme ils archivent eux leurs inspirations, leur contenu ou ce qu'ils découvrent sur la plateforme qui aujourd'hui est étendue à du Instagram ou du Facebook, ça me permet de voir tout simplement ce qu'a aimé Ben, Isa, Cella, Didier, Arnaud ou d'autres personnes qui seraient amenées à poster du contenu. Vous cataloguez vos coups de cœur. Ouais, c'est ça, c'est un peu ça. On flag, on tag ce qu'on aime bien, quoi. Et qui aime vous suivre, quoi. Ouais, voilà. Ouais. Et d'un point de vue pour ton agence, est-ce que ça a une importance? Bah, pour l'agence, non, parce que le blog est pas générateur de business pour l'agence. C'est-à-dire que c'est pas une clé d'entrée pour les marques. On le monétise pas. C'est-à-dire que si demain je suis amené à travailler pour une marque de jeux vidéo, je vais pas forcément vendre un plan média. Enfin, c'est même pas que je vais pas forcément. Je vais pas le faire parce que c'est pas comme ça que ça marche. Je vais pas vendre un plan média sur mon blog en disant j'ai 1 million de visiteurs et en plus, by the way, avec l'agence, enfin, ça marche pas comme ça. Donc du coup, il y a pas de lien en fait entre le blog et l'agence, quoi. Concrètement, c'est juste que effectivement, quand on est amené à rencontrer des clients qui nous connaissent pas, qui nous disent mais vous êtes qui, vous faites quoi, on leur dit bah nous notre background créatif c'est ça. On a un passif d'agence. En plus de l'agence, soir et week-end, nos passions, c'était la culture et la création. Et donc, si on est amené à faire une opération créative avec vous et un artisan, un artiste ou quelqu'un qui est acteur de la culture, c'est un domaine qu'on connaît par cœur. Donc, si on peut l'activer, tant mieux. Si on peut pas, bah, c'est juste que la marque a soit pas l'argent, le budget ou l'envie d'associer son dispositif à un artiste. Mais en tout cas, nous, comme c'est ce qui nous anime, bah, c'est plus simple de le mettre en place, quoi. Ouais. Voilà. Mais oui, et puis c'est dans votre ADN, genre From Paris. Votre tagline, c'est quoi? C'est pour connecter les marques et les alors la tagline, c'est Serious Work for Cool Brands pour l'agence. Et sinon, effectivement, on a un skill en plus, c'est que, enfin, une attitude particulière peut-être par rapport à d'autres agences, c'est qu'on aime connecter les marques avec des artistes. Et pourquoi ça spécifiquement? Bah, alors spécifiquement parce que aujourd'hui, quand une marque veut faire une OP, elle va dépenser de l'argent.
forcément. Et après ils vont te dire ouais, on veut que ça soit rentable, on veut que ça soit vu par des gens, on veut créer de l'émotion, on veut que ça soit intéressant. Donc tu as deux choses, soit tu dépenses beaucoup d'argent pour toucher plein de gens et du coup comme il y a plein de gens qui sont touchés, à un moment donné les gens vont dire ah peut-être que c'est intéressant, mais peut-être pas en fait. Ou alors tu crées de la valeur. Créer de la valeur, ça passe, moi c'est ma perception des choses, par quelque chose qui va créer un sentiment ou une émotion à quelqu'un qui va découvrir le dispositif. Après là on parle de pub, donc bon forcément voilà, mais une marque de chaussures qui va bosser avec un artiste, bah forcément du coup ça crée une valeur plus particulière quoi. Parce que l'artiste aura collaboré avec la marque et que du coup bah derrière le contenu il devient de fait quelque chose d'intéressant parce qu'il y a un artiste qui a apporté sa touche au projet. Et comment vous les choisissez, les artistes? Je sais qu'il y a des personnes dans votre collectif et des personnes extérieures. J'ai vu notamment sur votre site internet là un illustrateur qui fait un magnifique travail pour une marque de cosmétiques. Ouais. Nicolas Degani. Nicolas Degani. Alors, Yes, magnifique très, très son fort. boulot. Et je me demandais Très, très du coup fort. pourquoi votre choix s'est porté sur ce gars-là et comment ça se passe quoi. Bah pour l'exemple de Nicolas, bah c'est une émotion. Je sais pas. On avait besoin de créer pour ce projet des cartes postales. En fait, on recrée le packaging de la marque pour une opération qui se passait l'été. C'est une crème de soin qui fait des produits pour protéger sa peau l'été. Enfin voilà. Et on se disait tiens pour inviter au voyage les gens qui vont arriver en magasin et qui vont découvrir les packaging. Pour les inviter en voyage, on va créer des cartes postales. On va penser les packaging comme des cartes postales vintage un petit peu. Et donc du coup, on a essayé de trouver un artiste qui avait cette patte, ce grain un petit peu féminin, évanescent, ouais, carte postale quoi, tout simplement, carte postale quoi. Et donc notre choix s'est porté par lui parce que on avait vu des illustrations qu'il avait faites qui étaient exactement ça, des paysages qui étaient ce qu'on voyait en fait en termes de rendu sur le packaging. Donc voilà pourquoi ça s'est porté sur lui. Tu l'as trouvé sur Behance, sur Instagram? Nicolas, non, je crois que en fait lui à la base il fait partie d'un collectif qui fait de l'animation. Et du coup il y a d'autres gars qui bossent CRCR. CRCR, voilà, exactement. C'est ça, ouais, c'est ça. patron. Ouais, les boss. Et donc du coup on avait, je crois, fait appel à eux, alors pas forcément pour bosser, mais pour sur des pitchs et tout, on avait fait appel à eux, donc on avait un peu consulté tous les books quoi de chaque membre de CRCR. Et donc du coup quand c'est venu ce projet là on savait qu'il faisait aussi du dessin et donc du coup pareil on l'a sollicité là-dessus, mais c'est parce que oui on connaissait son travail. Faut croire que la force du groupe joue beaucoup quoi. Ouais, tu sais, j'entends tout le temps ces histoires de collectif, de groupe, de l'union fait la force quoi. C'est ouais, plus c'est ça, ouais. C'est plus simple quoi. Et CRCR c'était déjà un groupe que tu connaissais auparavant? Eux, après on regardait, sur Franc Paris, on doit sûrement trouver des dessins animés ou des spots qu'ils ont dû réaliser, qui claquent pas mal, qu'on avait partagé. Et du coup, comme avant on était en agence, ils ont aussi un nom qui tourne pas mal. Ouais, c'est clair. Voilà. Oui. Donc du coup, leur nom revient souvent sur la table quand il faut faire de l'animation. Il y en a d'autres, hein, mais en tout cas, eux font partie de ceux qui sont pas mal identifiés. Et si tu avais un conseil à donner à un créatif, ça peut être un illustrateur, un photographe ou même un ou une modèle qui a envie de plus travailler avec les agences, sachant que toi t'es de l'autre côté de la barrière, tu donnerais quoi comme conseil? Un peu ce que tu fais là, c'est-à-dire aller à la rencontre des gens, créer du contenu, s'intéresser. Envoyer son book, c'est une chose, mais bon, on en reçoit énormément. Donc, aller à la rencontre d'une manière un peu originale. Enfin, dans un premier lieu, c'est aller rencontrer les acheteurs d'art, si t'as l'accès, parce que c'est eux qui finalement présentent les books et tout ça aux créatifs. Mais après, sinon, c'est bien d'aller rencontrer les DA, les directeurs de création, d'aller aux mêmes événements qu'eux, lâcher ta carte. Je sais que toi tu fais des magazines, tu fais aujourd'hui un podcast, donc du coup toi tu vas te créer par rapport, toi ou les autres créatifs qui font ce que tu fais, vous créez un autre moyen de vous faire connaître, pas que par votre art, mais par quelque chose d'un peu plus intelligible et concret. Donc forcément les gens curieux comme moi ou comme d'autres, et c'est comme ça que marche la pub, vous allez mettre dans nos esprits des petites pastilles qui vont se éclater de temps en temps. On va dire ah oui c'est vrai, il y a Jérémy qui est illustrateur, j'ai besoin de quelqu'un pour un dessin de presse, donc je vais t'appeler forcément parce que je t'aurais eu dans ma visibilité de manière assez constante quoi. Donc ouais. c'est un peu le défaut des réseaux sociaux, c'est qu'il faut être partout tout le temps. C'est le vrai problème, ça c'est un problème parce que du coup il faut tu galères quoi. T'as du boulot mais en même temps il faut que tu penses à ton image.
Mais en même temps, faut jouer le jeu, quoi. Faut jouer le jeu. Moi, je sais que dernièrement, là, je me suis mis un gros coup de pied aux fesses et j'essaie de produire une image par jour. Et le temps que je mets à la poster sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, sur Behance, sur LinkedIn, rien que ça, le mettre en story, mettre un truc rigolo qui va avec, juste pour se faire repérer, c'est juste dingue. Mais je pense vraiment que ce que tu dis, là, créer du contenu, c'est quelque chose que j'essaie de faire depuis plusieurs années, que ce soit à travers mes zines ou les interviews ou genre là le podcast. Mais j'ai vraiment l'impression que, je sais pas ce que t'en penses, mais que ça doit venir d'un endroit de générosité. Ouais. Tu sais, genre, ça doit être honnête, sincère, entre guillemets. C'est un peu passe-partout ce type de mot, mais tu sais, on connaît tous un peu des gens qui sont genre, ils voient une opportunité, mais ils ont rien à voir avec, et ils se disent qu'ils vont le lancer. Alors que si ça vient de quelque chose d'authentique, genre moi, je suis ultra passionné par ce métier, par les créatifs et tout, et je sais que toi aussi tu l'es. Et c'est généreux, quoi. Généreux de sa personne, de ce qu'on sait. Enfin, qu'est-ce que t'en penses, toi? Bah, je pense comme toi. Faut que ça soit sincère. Mais sincère et après adapté aussi à l'époque, quoi. Tu vois, par exemple, je pense demain, je te dis n'importe quoi. Si demain la tendance ça va être de faire des apéros, tu vois, bah on va tous faire des apéros. Tu vois, donc parce que ça sera la période qui voudra que bah maintenant les créatifs ils font des apéros. Bah là aujourd'hui c'est Instagram, les stories, les trucs parce que Instagram a créé un format que tout le monde consulte. C'est très fort d'ailleurs. Hein. Et tes stories me font toujours bien rire. J'étais parti il y a 1 an, je m'étais dit j'arrête de mettre des images et j'ai vais écrire que du texte. Donc et maintenant je reviens un petit peu plus avec des. Mais non, mais sinon c'est ça, c'est bah faut vivre avec son temps quoi. Un créatif qui se dit je déteste les réseaux sociaux parce que moi je mange que du quinoa, je regarde pas la télé, je déteste les médias, je veux sauver la planète et tout. Donc quelqu'un qui va être un peu extrême, on va dire aujourd'hui dans ce sens-là, il se donne pas la chance de peut-être accéder à des gens qui partagent peut-être les mêmes valeurs que lui, mais que juste parce que l'autre personne elle est sur les réseaux sociaux, bah ils vont se louper en fait. Bon après faut pas se forcer, hein. Donc comme tu disais, il faut être honnête et si quelqu'un le sent pas, il le fait pas. Mais pour revenir sur la question d'avant où tu disais qu'est-ce que je donnerais comme conseil à quelqu'un qui veut atteindre des agences, etc. Bah il faut jouer le jeu quoi. Il faut jouer le jeu et le faire honnêtement. Mais voilà, si tu mets en avant ton travail, c'est honnête puisque c'est ton travail. Donc oui, si demain tu te transformes en youtubeur à te filmer dans ta chambre en mettant ta caméra, si c'est pas ta nature, bah oui, ça les gens vont le sentir ou ça va te. Faut que ce soit naturel. Faut que ça soit naturel. Ouais. Mais je pense qu'une des raisons pour lesquelles je pose la question, c'est parce que la presse et la com, par exemple, c'est des games complètement différents. Ouais. Moi, je bosse pas mal pour la presse. La com, notamment, je m'en cache pas, ça m'intéresse. Ouais. Et je me suis rendu compte que c'est des publics complètement différents et que, en tant qu'illustrateur, approcher un DA, faire un mail, bon, c'est déjà tout un truc au final pour trouver le contact, etc. Mais les agences de com, c'est des plus grosses structures, des plus gros budgets aussi, c'est des grosses marques, etc. Et tu te demandes comment je peux faire pour travailler avec eux, quoi. Bah là, je vais pas me faire des copains, mais en fait, en vrai, c'est en train de changer, quoi. C'est-à-dire que il y a peut-être, enfin, j'ai pas les périodes en tête, je pourrais pas te dire, mais il y a quelques temps, fallait forcément passer par une grosse agence. Donc du coup, le circuit classique, c'était je suis illustrateur ou peu importe, je suis graphiste, freelance ou quoi, je veux atteindre une agence, donc je passe par l'acheteuse d'art, elle me référence et puis après je croise les doigts pour qu'elle m'appelle un jour en me mettant en appel d'offres avec 6 autres illustrateurs pour tenter de décrocher le projet et puis après c'est parti pour 3, 4, 5, 6 mois sur un projet, etc. Et j'espère que la fois d'après ils me rappelleront. Donc ça c'était le truc d'avant. Pour les grosses agences. Aujourd'hui, bah il y a des petites agences comme moi ou comme d'autres ou CRCR qui est un petit studio d'animation qui est pas non plus Pixar qui au final c'est CRC ou c'est CRCR. C'est CRCR, c'est ça. Ouais. Tout à l'heure je me dis mince, j'ai peut-être fourché. Et tu vois qui sont plus petits mais qui au final ont accès à des grandes marques. Donc au final, bah toi, tu vas plus facilement pouvoir aller boire une bière avec quelqu'un de chez CRCR ou From Paris, ce qu'on a déjà fait. Et nous, on peut te donner accès parce que on a ces clients-là qui rentrent à des projets qui sont quasiment les mêmes que ont les grandes agences. Donc aujourd'hui là, c'est en train de changer. Donc bah je pousse les créatifs comme toi ou d'autres à pas hésiter à aller voir les plus petites structures parce que bah les projets vont aussi chez les petites structures quoi. Plus seulement que chez les grandes. Ah oui. Ah, c'est intéressant. Donc pourquoi cette tendance elle a changé? Pourquoi les marques vont voir les plus petites agences?
Bah Comment déjà, vous avez fait pour bosser pour Caprice des Dieux, Ouais. Orange, Samsung, Converse, tout ça? Comment vous avez fait vous? bah ça en fait, déjà, alors les clients que t'as cités, c'est parce qu'on sortait de chez Publicis, c'est bon, on a pu conserver, on va dire, ou bien s'entendre avec et les équipes des marques que t'as citées ou et les agences en question. Donc du coup, c'était bien, on a fonctionné en toute intelligence. Et après les nouvelles marques qu'on a rentrées, donc il y a du vente privée, là prochainement du Ubisoft et tout ça. Bah là, c'est des appels d'offres, c'est on se présente, on travaille, etc. Et puis bah ils sont peut-être touchés par bon, déjà forcément par le budget parce qu'on coûtera pas le même prix qu'une grosse agence, mais au final ils ont presque accès à la même qualité de travail. Alors oui, c'est pas forcément vrai, mais on va peut-être plus galérer qu'une grosse agence pour mettre en place un dispositif, mais on y arrive très bien parce que il suffit juste de retrousser les manches. Si on doit faire un projet, d'appeler un développeur. Si on doit prendre des photos, d'appeler un photographe. Si on doit faire de l'illustration, d'appeler un illustrateur. On coordonne, tout se passe bien, et après les projets sortent. Et c'est exactement comme ça que ça se passe dans les grosses agences. Sauf qu'il y a beaucoup trop de strates. Donc ça prend beaucoup plus de temps. Donc forcément, ça coûte beaucoup plus cher à un annonceur. Et les annonceurs aujourd'hui, à cause des réseaux sociaux et parce qu'ils doivent être communiqués tout le temps, ils ont plus forcément les mêmes budgets. Ça doit aller beaucoup plus vite. Ça reste beaucoup moins longtemps sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup moins de grandes campagnes. Donc il y a beaucoup plus de petites campagnes. Je te prends l'exemple, je sais pas, une marque célèbre de cosmétiques française qui commence par L'Or et finit par Eal. Ils vont avoir des marques de shampoing, et parmi cette marque de shampoing, ils vont peut-être avoir 3, 4, 5, 6 gammes qui vont sortir dans l'année. Donc forcément, il faut communiquer tout le temps, tu vois. C'est la rentrée, c'est Noël, c'est le truc. Donc du coup, les projets, les budgets sont plus éclatés, plus petits, et les grosses agences peuvent pas se permettre de prendre des petits projets, tu vois, parce que c'est pas rentable. Donc du coup, c'est soit elles arrivent à pousser les marques à vendre ou à acheter des gros dispositifs, donc ça c'est leur travail, ou alors elles peuvent pas parce que les marques, elles ont déjà un budget qui est cadré, elles vont dire non, sur cette marque de shampoing, j'ai que 20 000 euros pour faire mon lancement. Donc qu'est-ce que vous me proposez? Ah non, pour 20 000 euros, il y a déjà 15 000 qui partent chez nous, il reste 5 000, peut-être qu'on va faire une newsletter. Non, c'est pas possible, tu vois. D'ailleurs, tu parlais des grosses agences et des strates. Ça me fait penser à ton parcours avant de fonder From Paris il y a 2 ans et demi. Ouais. Donc avant, tu as eu un parcours, je sais pas si on peut dire classique en agence, Publicis, puis tous les autres. Et du coup, quel regard tu portes un peu sur cette époque en grandes agences? Un regard bienveillant parce que ça m'a formé, ça m'a appris plein de choses. Puis j'ai rencontré tous les gens que je connais aujourd'hui. Donc en fait, moi ça s'est très bien passé, hein. C'est moi qui ai voulu être indépendant. C'est pas l'agence qui m'a dégoûté, hein. C'est personnel, quoi. J'étais très bien en agence, mais j'avais envie de monter ma boîte. Donc j'aurais pu rester en agence jusqu'à toujours, enfin, pour toujours. Donc je porte un regard bienveillant. Ça s'est bien passé. Les gens que j'ai rencontrés, c'était des gens très très cool, qui le sont toujours. Voilà quoi. Et pourquoi tu as voulu créer ta propre boîte du coup? On en revient peut-être au début de l'interview. C'était vraiment, j'arrive à une époque dans ma vie où j'avais envie de construire une vie de famille. Et quand tu travailles en agence, malheureusement, t'as un patron. Enfin, c'est pas malheureusement, mais t'as un patron. Tu t'engages en fait quand t'arrives dans une agence. Tu t'engages, tu vois. T'es engagé. Donc être engagé, c'est t'as signé un contrat, et ce contrat-là, tu dois le remplir, et remplir le contrat, c'est faire le job. Faire le job, ça veut dire s'il y a un projet qui doit être livré le lendemain à 9h, faut le finir, quoi. Et donc ça veut dire que constamment, et c'est pas forcément les bonnes pratiques, mais en tout cas ça c'est quand même fréquent en agence de pub, tu charrettes, quoi. Tu restes jusqu'à 2, 3 heures du mat. Alors après on te donne ta matinée, tu rattrapes, tu récupères, tu t'arranges avec la direction. Mais du coup, t'es pas maître de ton planning, tu vois. Donc du coup, se dire que tu veux avoir un enfant et être un peu disponible pour aller le chercher à la crèche, pour profiter, et puis même vis-à-vis de ta compagne, etc. Je me voyais pas en fait être dans ce rythme. Tu vois, j'aurais trouvé ça injuste que quand si ma femme avait besoin de moi à certains moments, je sois au final à l'agence, tu vois. C'était ma hantise, quoi. C'était de me dire si elle accouche et que je suis à l'agence ou en tournage, c'est l'horreur, tu vois. Donc non, en fait. Donc du coup, ça faisait partie un peu de cette motivation de me dire si je veux être bien dans ma vie, dans mes baskets et dans mon boulot, faut que je sois indépendant. Et j'avais mon associé Didier qui à l'époque aussi était sur le même tempo. Donc du coup go, quoi.
Et c'était comment au début? C'était freestyle. Non, mais on est organisé, c'est bien, tu vois. Quand je dis freestyle, c'était dans le sens où t'apprends, quoi. Tous les jours, on apprenait, quoi. On apprend encore, mais tu découvres. C'est quoi certains des plus gros aha moments que tu as eu, notamment en étant indépendant, tu vois? Le haha. Haha, tu le connais, ce Ouais, moment. ouais. Parce que tu dis, on a appris plein de choses. Ouais. Je cherche un peu un truc où on s'est fait yes, chaud. Il y en a eu plein, hein, mais après faut vite rebondir. Donc en fait, ça nous a jamais bloqué, ça nous a jamais vraiment. Non, là désolé, ça me vient pas. What doesn't kill you make you stronger. Ouais, c'est ça. Donc non, j'en ai pas. Enfin, si, il y en a plein, mais c'est tellement de petits détails. En fait, il y a pas eu un truc où on s'est dit ah ouais, faut. Bon, s'il y en a un en fait, mais du coup, c'est pas vraiment. C'est qu'en fait, on avait nos locaux à Pigalle et en fait, même si on a adoré ces locaux-là, les gens qui étaient la copro s'occupaient pas très bien de la copro et en fait, on se retrouvait des fois avec des détritus dans la courette. Et c'est arrivé un jour où on avait un rendez-vous client et bon, ça a rien à voir avec du coup nous notre boulot, mais c'est ce genre de moment où tu te dis tu montes ta boîte machin, puis le jour où t'as un rendez-vous client, t'as des cuisses de poulet, des bouteilles de coca, ça le fait pas trop. Ouais. Donc ouais, c'est un peu ce genre de truc gênant où voilà, mais c'était pas du tout lié à nous notre manière de bosser, mais sinon non, bah après faut rebondir, tu fais la réunion ailleurs et du coup bah tu changes de locaux et tout ça quoi. Ouais, c'est clair. Et ton agent s'appelle From Paris. Quel est ton rapport à la ville de Paris? Ben, en fait, comme je disais tout à l'heure, on s'est dit qu'on s'appelait From Paris parce qu'en fait, à l'époque où John s'en allait, on voulait dire qu'on venait de Paris. Mais en fait, l'extension même de From Paris, c'est en gros, à la base, là on se parle de l'agence, mais le collectif, c'est un collectif qui vient de Paris. Mais c'était trop long, donc on a gardé que From Paris. Donc en fait, on vient d'ici, mais on représente pas la ville dans le sens où on n'est pas chauvin. On vient de là, mais voilà, on est créatif. Bien sûr que Paris, c'est la capitale, mais c'est pas le côté ouais, on vient de Paris, c'est la capitale de la France et tout ça. C'est juste que bah on vient de là, quoi. C'est nos origines, c'est là où on est né, en tout cas pas très loin. C'est là où on s'est rencontrés, c'est là où on a fait nos études, et c'est là où au final cet écosystème créatif qu'on a mis en place et tout ça, bah vit, interagit et tout ça. Et puis le nom claquait aussi, donc voilà. Mais après le rapport à la ville de Paris, bah j'aime Paris, quoi. J'aime Paris, mais Et en tant que créatif, tu te verrais être créatif dans une autre ville ou tes pieds et mains liés à Paris? Bah là, mon agence elle est à Paris, donc tout va bien. Ma vie elle est à Paris, donc j'ai pas eu idée de lancer quelque chose, de m'installer ailleurs. Alors après, à l'étranger, oui, forcément, quand tu fantasmes un peu, tu te dis yes, aller bosser à New York et ouvrir. Je savais que t'allais dire New York. Ouais. Bah, c'est parce que c'est plus graphique visuellement. Les gens là, ils peuvent s'imaginer New York. Mais non, mais ouais, c'est forcément, tu te dis ouais, si j'ouvrais un truc à New York. C'est cool, quoi, parce que du coup, forcément, ça fait exotique, tu vois, si une New-Yorkais disait, From Paris Agency. C'est clair. Mais après, bon, là, on n'en est pas là du tout, quoi, donc du coup, mais... Bah, je pose cette question parce que non seulement vous appelez From Paris, donc c'est approprié de poser cette question, mais parce que j'ai l'intime conviction que je pense qu'en tant que créatif, si on veut faire son trou, il faut aller dans les grandes villes, quoi. Et puis Paris, parce que moi je suis à Paris depuis 2013, D'accord. Et au début j'ai eu un mal fou. Pendant 3 ans, je voulais partir, j'aimais pas, Ouais. Je trouvais que c'était stressant, que c'était un peu brutal, etc. Je viens de Belgique, et puis j'ai passé par Oxford en Angleterre, donc les gens ils sont gentils, polis comme des Anglais, tu vois. Et je veux dire, Oxford ça avait une vibe un peu particulière quand même. Et puis je suis arrivé à Paris, c'était un peu le choc. Mais je t'avoue qu'aujourd'hui, personnellement, je me verrais pas pour le moment aller ailleurs, notamment en tant qu'illustrateur dans le milieu créatif à Paris. Je trouve que le milieu est super intéressant ici. Ouais. Et voilà, d'où ma question en fait. Ouais. Paris, c'est non, mais c'est une belle ville pour travailler. C'est sûr que tous les contrats sont là. Enfin, il y a beaucoup de contrats qui sont là. Beaucoup d'agences, beaucoup d'annonceurs. Forcément, la densité finalement de la population et de la ville fait que de fait, il y a plus de choses qui se passent. Mais après, il y a de très bonnes agences à Bordeaux, à Nantes. Enfin, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, je peux pas te dire Paris, c'est là que tout se passe, parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de studios qui se lancent que du coup, t'as des mecs que je connais qui font de la 3D,
qui s'installent à la campagne. Et donc du coup, ils sous-traitent toute leur 3D et leur unité de production. Finalement, à partir du moment où ils ont la fibre, ils peuvent bosser ailleurs, quoi. T'as le digital nomadisme qui se met en place, où des gens voyagent pour aller être dans le digital. Donc, je connais des rédacteurs qui sont à l'étranger, quoi. Et quand du coup, pendant que toi tu dors, ils sont en train de rédiger plein de textes. Le matin, c'est sur ton bureau. Donc il y a plus vraiment de frontières en fait. Donc oui, c'est bien d'être dans une ville où il se passe des choses, mais en même temps, il y a aussi de très bons talents qui sont pas que à Paris, quoi. Donc après, la vie fait que chacun, toi, t'as pu voyager, venir à Paris, et du coup aujourd'hui, tu t'installes ici, et c'est bien aussi parce qu'il y a des gros titres de presse et tu pourras trouver des contrats ici. Et après sur d'autres domaines, donc illustration ou 3D ou graphisme ou bref, autre métier, bah t'as aussi de très gros talents dans d'autres villes, quoi. Ils vont chercher la qualité de vie plus calme, plus posée, et puis au final être tout autant dans le rendement que des gens qui sont à Paris. Et c'est pour ça que nous, même si on est une petite agence, on arrive à bosser avec des designers de Montpellier, des illustrateurs qui sont pas forcément à Paris, des motion designers qui sont pas forcément à Paris. Voilà. Ouais. Cool. Bah écoute Christophe, où les gens peuvent-ils aller pour retrouver ton boulot? Ils peuvent aller sur Internet. C'est vrai que c'est une question un peu bateau. Donc, tu sais quoi, on va se dire que les gens, ils vont aller voir, ils vont taper From Paris, puis ils vont chercher sur Internet, puis voilà. Pas besoin de mettre de nom de site ou d'adresse web, d'adresse mail ou quoi. Les gens, s'ils veulent ils vont voir, et puis voilà. Et puis s'ils veulent pas, ils veulent pas. Et s'ils veulent pas, c'est pas grave. c'est pas bien grave. Sur ces bonnes paroles, Christophe, merci beaucoup pour ton temps, c'était hyper cool. Merci à toi, c'était très très cool. Jingle. C'était ma discussion avec Christophe Pilatte. J'espère que cela vous a plu. Moi, en tout cas, j'ai passé un excellent moment. Donc encore une fois, Christophe, merci pour ton temps. Comme vous vous en doutez, Christophe est très présent sur les réseaux sociaux. Alors n'hésitez pas à le suivre par là-bas. Et puis moi, je vous recommande surtout de le suivre sur Instagram. Il a l'art et la manière de rendre ses stories intéressantes, marrantes, voire même touchantes. Je vous recommande aussi bien évidemment le site et le blog de l'agence From Paris. Et puis si comme moi l'envie vous prend de chercher From Paris Collectif sur Dailymotion, c'est vieux je sais, on ne rajeunit pas, vous risquez de tomber sur une avalanche de contenu et de vidéos. Je vous aurais prévenu. Tous les liens dans les notes de cet épisode. Merci également à mon ami Adrien Guy pour la musique du générique. Faites-moi plaisir, allez le suivre sur les réseaux sociaux @AdrienGuy_musique ou écoutez sa musique sur sa page SoundCloud. Il y a du bon son là, Coco. Comme d'hab, si vous aimeriez être tenu au courant des actualités de ce podcast, blablabla, suivez-moi sur les réseaux sociaux, abonnez-vous sur Apple Podcast ou sur vos applications de podcast préférées, laissez-moi un avis sur iTunes, je prends vraiment le temps de les lire, vos commentaires, donc merci, et à partager cet épisode sur vos réseaux sociaux ou avec un ami. C'est ce qui permet au podcast de se faire connaître. Et si l'envie vous prend de vous la jouer vraiment plus formelle, vous pouvez toujours m'écrire un email à jeremy@jeremy-kleis.com. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines. En attendant, bonne journée à tous et surtout, restez créatifs. Ciao ciao. Mentionnons le fait que... Mentionnons... C'est dur à dire.